bonjour à tous. Une actualité chargée ce matin qu'on va développer ensemble pendant 2 heures de direct. Bonjour à nos invités, Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous. Emmanuel Navon, dans ce contexte, la relance des négociations israélo-palestiniennes semble quand même assez éloignée. Il faut noter que les Palestiniens essayent de promouvoir plusieurs mesures. C'est le cas hier lors d'une rencontre à Washington entre Saïb Erekat et John Kerry. Aujourd'hui, il semble que le gouvernement de Abbas à Ramallah s'engage de nouveau vers des mesures unilatérales par le biais des Nations Unies. La dernière initiative consisterait à engager pas seulement l'Assemblée générale, dont les décisions ne sont pas contraignantes en droit international, comme tout le monde le sait, mais d'essayer d'impliquer le Conseil de sécurité. Hanan Ashraoui en a parlé également. Mais il faut bien comprendre que là aussi, il n'y a pas de base légale pour une telle mesure, parce que, encore une fois, on ne peut pas comparer entre des pays souverains occupés tels que le Koweït en 91 par l'Irak ou bien la Corée du Sud par la Corée du Nord en 1950 lorsque le Conseil de sécurité a autorisé l'usage de la force, et des conflits territoriaux. Je rappelle que la Judée-Samarie n'a jamais été un pays souverain, donc il ne s'agit pas d'un terrain occupé. Et il s'agit de la résolution 242 du Conseil de sécurité qui fait autorité, qui parle de négociations entre les deux parties. Et donc tout ce processus que l'autorité palestinienne essaie de promouvoir au Conseil de sécurité n'a aucune base légale. C'est une menace qu'Israël devrait prendre plus au sérieux? C'est pas seulement Israël, comme l'a dit Ali, c'est une menace régionale et même mondiale. Le président Obama lui-même en a référé hier en disant que c'est une menace également pour les États-Unis. Mais il faut bien comprendre aussi que il s'agit d'un symptôme de notre région. Ce n'est pas seulement en Irak, ce n'est pas seulement en Syrie. Ce fondamentalisme islamiste qui finalement nie la légitimité même des États constitués. C'est pas seulement l'État islamique. Alors sans comparer complètement, le Hamas aussi a une idéologie similaire. Et donc Israël connaît la menace du Hamas. On vient de terminer une guerre, comme vous le savez, avec le Hamas. Il s'agit d'un phénomène qui touche le Proche-Orient dans son ensemble. Et je suis sûr qu'on va en parler lorsqu'on parle par exemple des réactions possibles de l'Occident, de l'OTAN face à cette menace. Il faut bien comprendre que ça ne peut pas être des réactions ou des frappes uniquement aériennes comme le font les États-Unis de façon ciblée. Il faut effectivement que l'Occident aujourd'hui ait une stratégie d'ensemble face à ce phénomène. Voilà pour la menace qui pèse sur Israël. En attendant, le monde, je vous le disais, est en train d'ouvrir les yeux sur la barbarie de l'État islamique, notamment avec cette deuxième décapitation d'un journaliste américain. Et John Kerry est en train de passer à la vitesse supérieure pour tenter de créer une coalition internationale contre ces islamistes. Le sommet de l'OTAN s'ouvre ce matin au Pays de Galles, et dans les couloirs, on ne va évidemment parler que de ça. Faut-il intervenir? Et si oui, comment? Quel est votre pronostic, Emmanuel Navon? D'abord, vous l'avez rappelé, le sommet de l'OTAN au Pays de Galles se tient, mais il y a un autre sujet sur la table, c'est bien entendu la Russie. Alors, s'agit-il d'une diversion pour ne pas toucher l'autre sujet très chaud du moment? Parce que c'est vrai que sur la question de l'État islamique, on peut trouver un consensus entre les Russes et les Occidentaux. Donc c'est plus facile de parler de l'État islamique que de parler de ce que fait la Russie en Ukraine. Autant que l'État islamique a menacé directement Vladimir Poutine et la Tchétchénie. Bien entendu, Vladimir Poutine continue d'occuper une partie de la Géorgie également. On se souvient également des opérations militaires très violentes de Poutine en Tchétchénie en 2000-2001. Et donc, d'ailleurs, je vous rappelle qu'à l'époque, Poutine avait utilisé comme prétexte la menace islamique pour agir en Tchétchénie en faisant une comparaison avec le 11 septembre. Donc pour lui, c'était commode justement d'utiliser l'excuse islamique pour mener ces opérations. Quel type d'intervention est-ce qu'on fait? Alors la dernière fois que les États-Unis ont réussi à créer une coalition en Mésopotamie, c'était la première guerre du Golfe en 1991. À l'époque, l'Union soviétique était en train de s'effondrer et n'avait pas opposé son veto au Conseil de sécurité. Il n'est pas impossible aujourd'hui que les États-Unis parviennent de nouveau à créer une coalition. Mais une coalition, pourquoi? À l'époque, c'était pour libérer un pays membre des Nations Unies qui avait été envahi par un autre pays. Il s'agissait d'une véritable violation de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, le cas de figure est complètement différent. Aujourd'hui, il s'agit d'une organisation barbare
qui veut conquérir le reste de la région, et la question de savoir comment est-ce qu'on arrête exactement. Est-ce que les États-Unis peuvent se satisfaire d'opérations aériennes ou pas? Donc la question ici, elle n'est pas véritablement politique, parce qu'une volonté politique commune, elle existe, elle est militaire, elle est tactique. Qu'est-ce que l'OTAN, peut-être même avec la coopération de la Russie, peut faire ou va décider de faire pour arrêter l'État islamique? Encore une fois, ce n'est pas une question politique, parce que la volonté politique commune existe, c'est une question stratégique et militaire qui se pose. Il y aura au final une intervention militaire d'une coalition menée par les États-Unis, peut-être sur le modèle de ces frappes aériennes massives qu'on a pu voir au Kosovo. C'est une comparaison qu'on entend de plus en plus. C'est une comparaison possible, effectivement. Je pense qu'aussi bien la Grande-Bretagne que la France, bien entendu, seraient avec les États-Unis pour de telles frappes militaires. La différence avec le Kosovo, tout de même, c'est qu'à l'époque, bien entendu, la Russie s'était fortement opposée à ces frappes. Et au Kosovo également, à l'époque, il n'y avait pas eu de décision du Conseil de sécurité, chose que Poutine ne cesse de répéter aujourd'hui en disant finalement l'opération de l'OTAN au Kosovo était illégale en droit international parce qu'il n'y avait pas une résolution. Les Américains essayent de promouvoir en tout cas une initiative à l'ONU. Hein. Je pense qu'ils obtiendraient effectivement l'accord de la Russie, à condition, bien entendu, qu'ils se mettent d'accord sur la question de l'Ukraine. Donc les deux questions sont liées, parce que si les Occidentaux et les Russes ne parviennent pas à une espèce de modus vivendi en Ukraine, et les Occidentaux n'obtiendront pas l'accord de Poutine pour des opérations en Irak. Et alors cela, effectivement, rappellerait le précédent du Kosovo, pour le cas où l'OTAN interviendrait sans décision du Conseil de sécurité, où Poutine dirait « Ah, c'est illégal, donc je peux me permettre moi aussi d'intervenir où je veux, comme il avait dit en Crimée, parce que vous-même, les Occidentaux, vous ne menez pas vos opérations militaires avec le soutien du Conseil de sécurité. La grande question, l'État islamique annonce déjà la prochaine victime, comme il l'avait fait dans le précédent clip. Il s'agit cette fois d'un journaliste britannique qui vient s'ajouter à cette liste morbide. C'est une méthode effroyable. C'est une méthode effroyable, et puis ces journalistes qui sont en ligne maintenant sont décapités au couteau par des djihadistes qui parlent la même langue avec le même accent, souvent avec un accent britannique raffiné. Donc il y a là effectivement un phénomène non seulement d'une barbarie qui dépasse l'entendement, je veux dire on est quand même au XXIe siècle, et on est face là à une barbarie qui semble appartenir à un passé lointain, mais qui non seulement appartient à la réalité du XXIe siècle, mais par souvent des djihadistes qui viennent d'Europe. Alors, c'est un peu le scénario afghan finalement, ce qui s'est passé avec les talibans. Oui, il y a une similarité, dans la mesure où effectivement en Afghanistan, les États-Unis avaient financé et soutenu militairement les forces islamiques anti-soviétiques qui sont ensuite, comme Frankenstein, développées dans les talibans, et les États-Unis ensuite sont allés intervenir. Cette fois-ci, effectivement, il y a ces forces islamiques que les États-Unis ont essayé de soutenir contre Assad et autres, et aujourd'hui on voit comment ça se détériore. Ce qui ne fait que confirmer qu'il est extrêmement compliqué de savoir qui soutenir, ne pas soutenir dans ces guerres fratricides au Proche-Orient, et que, encore une fois, l'année dernière encore, Barack Obama menaçait d'intervenir contre Bachar Assad. Aujourd'hui, il se retrouve presque du même côté d'Assad contre les islamistes, donc c'est un scénario effectivement qui se répète. Voilà, on s'est posé la question évidemment d'une intervention au Moyen-Orient, mais les chancelleries européennes se sentent directement menacées sur leur propre sol, et le Parlement britannique a adopté cette semaine, essaye d'adopter une batterie de mesures pour freiner ce phénomène, notamment retirer la nationalité britannique à ces jeunes qui iraient combattre en Syrie ou en Irak. Est-ce que c'est une mesure efficace ou il est déjà trop tard? Vous savez, le phénomène existe déjà. Il y a véritablement un phénomène aujourd'hui de ces jeunes citoyens britanniques musulmans qui vont en Irak. Alors, The Economist, par exemple, a fait un article très long là-dessus en disant oui, ce sont des jeunes qui cherchent l'action, qui veulent jouer au Indiana Jones, et qui s'ennuient dans les banlieues londoniennes et qui veulent aller jouer les Lawrence d'Arabie. Mais je dis, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si c'est uniquement pour quitter l'ennui londonien et aller jouer l'Indiana Jones, c'est pas ça qui mène quelqu'un à couper la tête d'un journaliste. Donc ça ne suffit pas pour expliquer ce phénomène. Deuxième point, le rôle ambigu, ou plus qu'ambigu, de la Turquie. De comment tous ces gens-là arrivent en Syrie, en Irak. Parce que l'on appelle aujourd'hui l'autoroute djihadiste. C'est les Turcs qui les laissent passer. La Turquie qui est membre de l'OTAN.
Donc là aussi, il va falloir parler avec le nouveau président turc, n'est-ce pas, Erdogan, et savoir avec lui qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est pas seulement que la Turquie en 2003 avait empêché à l'OTAN, aux États-Unis, de passer par son terrain pour attaquer l'Irak. Aujourd'hui, c'est elle qui laisse ces djihadistes passer en Irak et en Syrie. Dans les pays européens, Emmanuel Navon, cette islamisation d'une frange même minime de cette jeunesse européenne, elle est due à quoi? C'est un échec de l'intégration? Vous savez, en général, la réaction immédiate occidentale et également juive, c'est toujours de s'accuser soi-même de ce dont on est la victime. Si quelqu'un vous coupe la tête, c'est que vous avez dû faire quelque chose de pas bien. On n'est pas d'accord. Je pense qu'il faut d'abord ne pas avoir cette réaction automatique de s'accuser soi-même de ce que font les autres. Il faut bien comprendre qu'il y a là une idéologie. Il faut bien comprendre qu'il y a eu en Europe dans le passé de nombreuses vagues d'immigration dont l'intégration a réussi. En France, ailleurs, en Grande-Bretagne, qui sont venus de pays européens du monde entier, qui se sont intégrés, du Portugal, d'Espagne, de Pologne. Il y a là une troisième génération de gens dont les grands-parents ou les parents, quand ils sont venus d'Afrique du Nord, étaient des gens qui sont venus pour travailler et dont les petits-enfants aujourd'hui s'extrémisent, se radicalisent. Donc on ne peut pas mettre ça sur le compte uniquement, bien entendu, d'un échec de l'intégration. On ne voit pas aujourd'hui des descendants d'immigrants de Portugais ou d'Espagnols couper la tête de gens au Proche-Orient. Il y a là une véritable idéologie. Vous avez parlé de cette coalition, c'est vrai, qui se crée entre les talibans, l'État islamique et Boko Haram. Boko Haram qui signifie l'Occident, l'éducation occidentale est interdite. Mais ils utilisent la technologie occidentale des réseaux sociaux pour créer cette coalition. Donc cela montre bien qu'il y a un véritable conflit de valeurs. Et comme l'avait dit à l'époque la journaliste italienne Oriana Fallaci, occidentaux, réveillez-vous.